Tu les as vus sur des photos anciennes. Des trains extrêmement longs, avec des locomotives alignées, sans cabine visible au milieu, sans fenêtre de conducteur, sans personne aux commandes. C'étaient les unités B. Des décennies à dominer les chemins de fer les plus exigeants d'Amérique du Nord, indispensables pour transporter des charges qu'une seule locomotive ne pouvait gérer. Et soudain, elles ont presque complètement disparu. Que leur est-il arrivé? La logique parfaite du module de puissance. Quand le diesel est arrivé sur les chemins de fer américains dans les années 30, il est venu avec une promesse claire: moins cher, plus propre et plus efficace que la vapeur. Mais il y avait un réel problème. Parfois, un train avait besoin de plus de puissance que ce qu'une seule locomotive pouvait fournir. Et construire des locomotives plus grandes n'était pas toujours la solution. La solution fut élégante. Créer une unité supplémentaire sans cabine, sans commande, rien de superflu pour générer de la traction. Seul le moteur principal et les moteurs de traction. Un module de puissance pure. On l'appelait l'unité B. Pensez-y comme à une remorque avec son propre moteur. Le camion avant a le conducteur, les commandes, toute l'intelligence du système. La remorque ne fait que tracter. Mais si cette remorque a aussi un moteur, soudain, vous avez 2 fois plus de force avec le même conducteur. C'était l'unité B. La connexion entre les unités se faisait par des câbles MU, multiples units, qui distribuaient les ordres du machiniste à toutes les unités en même temps. Un seul accélérateur déplaçait l'ensemble. Vous pouviez atteler 2 unités B, 3, autant que nécessaire, sans embaucher de personnel supplémentaire, sans dupliquer les cabines. C'était une ingénierie épurée. Et les chemins de fer l'ont remarqué. 5400 chevaux et une tournée de vente qui a changé l'histoire. En 1937, les premières Bay Units, accouplées à l'EMCEA, sont arrivées. Un ensemble AB, une A-Unit et une B-Unit produisaient 3600 chevaux combinés. De quoi impressionner. Mais EMD voulait plus qu'impressionner. Il voulait convaincre tout le pays d'un coup. En 1939, ils ont monté une configuration à bas avec le modèle FT. 2 A-Units aux extrémités, 2 B-Units au milieu. 5400 chevaux. Et ils sont partis en tournée. Une locomotive parcourant le pays, de réseau ferré en réseau ferré, démontrant en direct ce que le diesel pouvait accomplir. Un exercice de marketing industriel à une échelle qui coûterait aujourd'hui une fortune. Cela a fonctionné. Les contrats ont commencé à affluer. L'avantage opérationnel était double. Avec une A-Unit à chaque extrémité, le train n'avait jamais besoin de se retourner au terminal. Le conducteur marchait d'une cabine à l'autre, et voilà. Et si une route nécessitait plus de puissance, ils ajoutaient plus de Bay-Units comme on ajoute des wagons. Pas de paperasse supplémentaire, pas besoin de plus d'équipage. C'est sur ce dernier point que les frictions ont commencé. Les syndicats voyaient comment les Bay-Units éliminaient les postes d'équipage supplémentaires auparavant nécessaires pour les locomotives à vapeur auxiliaire. La machine faisait le travail d'homme qui n'était ni plus nécessaire. Cela ne leur plaisait pas. Et ils avaient raison d'être inquiets. Mais les chemins de fer avaient déjà décidé. La Bay-Unit était l'avenir. La locomotive B qui a brisé sa propre règle. Nous avons dit que la Bay-Unit ne peut pas se déplacer seule, qu'elle a toujours besoin d'une A-Unit pour la diriger. Et c'est vrai. Presque toujours. En 1940, le Rock Island Railroad avait un problème très spécifique avec son service Rocky Mountain Rocket. Le train se séparait à Lyman, Colorado. Une partie continuait vers Colorado Springs et ils avaient besoin d'une seconde locomotive pour ce tronçon. Mais elle devait garder exactement l'esthétique streamline du train. Elle ne pouvait pas ressembler à n'importe quel vieux fer. La solution fut une belle folie. Ils ont construit le MCAB6. Techniquement, c'était une Bay-Unit, mais avec la capacité de se déplacer par ses propres moyens.
une B-Unit autopropulsée. Seulement 2 ont été construites. 2 dans le monde entier. Pour une raison essentiellement esthétique. Elles ont fonctionné sur ce tronçon jusqu'en 1974. Puis elles ont été envoyées en service de banlieue à Chicago et finalement, elles ont été démantelées. Mais elles ont existé. Et chaque fois que j'y pense, je souris. Parce que cela montre que même dans un système aussi rigide que celui-ci, lorsque l'opération réelle l'exige, les règles se plient. Et si quelque chose d'aussi strict pouvait se plier, alors la question inconfortable se pose. Qu'est-ce qui, finalement, n'a pas pu se plier? Qu'est-ce qui a diable tué la B-Unit? Quand la solution est devenue le problème. Dans les années 60, les diesels individuels ont commencé à devenir plus puissants. Beaucoup plus. Les séries RS de ALCO, les GP et SD de MD, la deuxième génération de locomotives, pouvaient déjà déplacer des trains lourds sans avoir besoin de booster. La principale raison d'être de l'unité B disparaissait. Mais la puissance n'était que le premier coup. Le second était plus silencieux et plus définitif. Les nouvelles Hood Unit avaient quelque chose qu'un ensemble avec unité B n'a jamais pu offrir. Des couloirs des deux côtés et une véritable visibilité arrière. Cela semble simple, mais en termes pratiques, cela signifiait qu'un équipage pouvait se déplacer autour du moteur en marche, inspecter ce qu'il voulait, voir ce qui se passait derrière le train. L'unité B était puissante, mais elle était aveugle. Et en opération quotidienne, la cécité coûte cher. En plus de cela, elle était esclave. Elle ne fonctionnait qu'attelée à une unité A. On ne pouvait pas l'envoyer seule à une tâche de manœuvre. On ne pouvait pas l'utiliser dans n'importe quel service. Dans un monde qui commençait à valoriser la flexibilité avant tout, l'unité B était un actif d'utilisation très limité. Les chiffres le confirment. Là où on fabriquait auparavant des centaines ou des milliers d'unités par modèle, les dernières unités B de deuxième génération sortaient en lot de moins de 50. Si cela vous semble aussi intéressant qu'à moi, mettez un like parce que ce qui vient ensuite est là où l'histoire devient vraiment curieuse. Réinventé, rebaptisé, mais non oublié. Le problème était concret. Les chemins de fer avaient des centaines de B-Unit dans leurs dépôts et ne pouvaient simplement pas les jeter. Elles représentaient trop d'investissement. Alors, ils ont fait ce que font les gens de l'atelier quand quelque chose cesse de servir pour ce à quoi il a été conçu. Ils lui ont trouvé un autre usage. Amtrak a converti les siennes en unités d'alimentation électrique de tête, head-end power dans le jargon ferroviaire. Fondamentalement, des générateurs mobiles qui voyageaient avec le train alimentant les systèmes électriques des voitures de passagers. Chauffage, éclairage, climatisation. Le B-Unit ne tractait plus. Désormais, il alimentait. 6 de ces unités ont fini sur le Chicago and Northwestern. Et c'est là que quelqu'un a eu une idée encore plus créative. Leur ajouter un poste de commande de cabine. Ils les ont reclassifiés comme E9BA. Et dans les dépôts de Chicago, ils ont commencé à les appeler Crandall Cab, en l'honneur de Milton H. Crandall, le Superintendent of Motive Power qui a poussé le projet. Peu de superintendants de maintenance finissent par donner leur nom à une locomotive. Crandall l'a fait. Burlington Northern, Canadian National, Canadian Pacific et Santa Fe ont fait leur propre version de la même chose. Convertir, adapter, réutiliser, chaque chemin de fer a trouvé sa propre manière de donner une nouvelle vie à quelque chose qui était officiellement en déclin. Mais toute cette créativité avait une date de péremption. Et elle est arrivée rapidement. La dernière B-Unit est la question que personne ne se pose. En 1990, EMD a lancé le GP60M pour les trains de fret urgents, les Hotshot Freights, ceux qui ne peuvent pas attendre. 23 B-Units supplémentaires ont été construites
en 1991. Un dernier salut. Tout le monde le savait, bien que personne ne le dise. À la fin des années 90, elles avaient disparu du service principal. Aujourd'hui, quelques-unes survivent à la BNSF pour des manœuvres locales, d'autres dans des musées et d'autres sur des chemins de fer à voie courte. L'Australie les a testées dans les années 2000 et a fini par les ranger. Le monde entier en est arrivé à la même conclusion. Et voici la question qui mérite réflexion. La Bay Unit n'est pas morte parce qu'elle était défectueuse. Il n'y a pas eu d'accident célèbre, pas de scandale, pas de défaillance catastrophique de conception. Elle est morte parce qu'elle a si bien résolu le problème pour lequel elle avait été créée que ce problème a cessé d'exister. Le diesel est devenu suffisamment puissant pour ne plus avoir besoin d'aide. Et quand vous n'avez plus besoin d'aide, celui qui vous aidait devient superflu. C'est ce qu'il y a de plus étrange dans son histoire. Le succès complet et la disparition totale sont la même chose. Si vous travaillez dans le transport, la mécanique, dans n'importe quel métier où les outils évoluent, vous savez que ce n'est pas seulement une histoire de train. Et ce n'est pas tout. Si le sujet de l'évolution de la traction diesel vous a semblé intéressant, eh bien, cette vidéo va vraiment vous épater. Entrez pour la regarder afin qu'on ne vous la raconte pas.